tous, vous allez bien? Vous avez survécu ou pas? Nous aussi, bah, bienvenue finalement pour la conférence de presse de clôture du festival. C'est beaucoup d'émotions pour moi, pour les gens qui travaillent ici, parce qu'on a passé 2 années extrêmement difficiles dans l'incertitude de cette pandémie et de la suite et du futur de notre boulot. Et de voir que finalement tout a repris et que malgré les conditions très extrêmes qu'on a connues, différentes d'un week-end, le week-end dernier par rapport à celui-là, tout a tenu super bon. Je peux être évidemment extrêmement fier du travail des équipes, des bénévoles, qui ont su garder le sourire malgré la fatigue. Voilà, c'est une vraie mobilisation derrière un événement que j'ai créé maintenant il y a, je ne sais plus combien de temps, mais il y a longtemps. Et de voir autant d'énergie à vouloir pousser pour que ce festival se déroule au mieux, sans accroc. C'était pas gagné d'avance. Hein. Après 2 ans de pause, comme je vous le disais, on avait un peu peur que les automatismes disparaissent, qu'il y ait des problèmes à remettre la machine en route, vu que c'est une grosse machine. Et là, on s'était pas facilité la tâche parce qu'on s'en a fait 2 festivals coup sur coup. Donc non, très évidemment super heureux de me retrouver ici, comme à l'accoutumée dans les années passées, de vous accueillir. Mais après, c'est vous qui allez me dire ce que vous avez ressenti, ce que vous avez peut-être moins apprécié. On a, nous aussi, vu des choses. Hein. Essentiellement, la gestion du nouveau parking. Il y avait une vraie volonté avec ce double festival, conjointement avec la collectivité, de faire place nette sur Clisson. Donc ce pari a été remporté puisque nous avons eu les félicitations des différentes collectivités. Ce nouveau grand parking, effectivement, c'était une première pour nous. Je le sais, pour ceux qui m'ont posé la question, qu'il y a eu des couacs au niveau de la gestion des bus, peut-être pas assez nombreux, je le reconnais amplement. Donc ça sera un des sujets sur lesquels, évidemment, on va plancher dès l'année prochaine pour qu'en 2023, on revienne avec des choses encore plus améliorées. Donc voilà, je vais vous laisser me poser les questions, ça va être plus simple. Ah, sauf si vous n'avez pas de questions. Bonjour Monsieur Barbeau. Alors, depuis quelques années, le Hellfest tente de se placer un peu en fer de lance du renouvellement de la scène, que ce soit au niveau des groupes invités en tête d'affiche, je pense notamment à Gojira, Architects et Tool en 2019, mais également au niveau des mouvements sociaux. Un premier pas a été fait avec la Hellwatch cette année, par rapport au communiqué, on va dire, maladroit de 2019 par rapport aux agressions. Ma question va être un peu dure dès le début. Est-ce que le Hellfest compte faire quelque chose de concret dans le futur, tel qu'arrêter d'inviter, rémunérer et promouvoir des artistes problématiques, accusés, voire pour certains condamnés d'agressions sexuelles et autres? Je pense notamment à l'enquête de Mediapart sur Tagada Jones, Guérilla Poubelle, on peut citer également Ryan Private Aska ou d'autres qui sont pas des violences sexuelles mais xénophobes, racistes ou antisémites, tels que Phil Anselmo ou Holly Sykes, qui malgré les bavures, comme l'aime bien annoncer la presse, sont quand même des personnages qui deviennent de plus en plus problématiques avec le fil des années. Voilà ma question. Ah, tu attaques fort dès le début, toi. Désolé. Non, il n'y a pas de... J'ai aucun souci avec. Alors effectivement, je sais qu'il y a... Il peut y avoir parfois dans nos choix de programmation un certain nombre d'artistes ou de personnalités qui ne sont pas éprouvées par tout le monde, et je le comprends bien évidemment. Encore une fois, et nous gardons notre ligne depuis le début, elle est claire et limpide. Nous n'avons pas à juger des gens qui effectivement n'ont pas pour l'instant eu de condamnation. Nous, à partir du moment où un artiste, une personnalité a le droit de faire un concert, on s'autorise de continuer à le faire. Donc tu me parlais d'un certain nombre effectivement de cas. Ce ne sont pas des gens qui jusqu'ici ont été condamnés pour les faits que tu as énumérés là. Et donc nous, en tant qu'organisateurs, nous tenons à garder notre position, d'à côté, et de ne pas aujourd'hui, prendre position sur ce genre de choses. Voilà. Donc tu me parlais de Guérilla Poubelle. Guérilla Poubelle, jusqu'ici, effectivement, on est au courant des accusations et des allégations qui sont faites contre
contre certains des membres de ce groupe-là, comme dans d'autres, sauf qu'à preuve du contraire, aujourd'hui, le groupe n'est pas interdit en France, ce n'est pas à Hellfest de l'interdire non plus. Alors tu vas peut-être me dire qu'effectivement, ma prise de position est comment dire, est pas très franche et pas très que je devrais prendre parti. Nous, dans notre politique, on a décidé que non. Voilà. Bonjour. Alors du coup, moi, je vais être un peu plus léger. Donc le Hellfest aujourd'hui, ce n'est pas qu'un festival. Il y a aussi déjà une bière, des projets de bar, des projets avec les machines de Lille. Est-ce qu'il y a d'autres projets autres que le festival pour le Hellfest? Voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous ont effectivement été au courant de l'annonce qu'on a faite sur ce projet urbain et touristique qu'on va mener à l'aube de 2024, qui va nous permettre effectivement de pouvoir concevoir une offre culturelle qui va au-delà finalement du simple festival qui dure un week-end par an. Donc pour nous c'était quelque chose d'important, c'est un gros projet, donc on va déjà essayer de le mener à bon port, entre guillemets, soutenu par les collectivités ici, de façon à ce que ça soit une nouvelle étape dans le développement évidemment du festival, mais au-delà, parce que maintenant on a aussi cette vocation, Hellfest, de par son ancrage territorial ici, de par sa réputation, à essayer d'aller créer autre chose, pas forcément dans le spectacle vivant, mais justement à travers son image, sur des projets un peu plus, voilà, des projets de territoire pour les gens qui habitent ici. Il faut savoir qu'aujourd'hui Hellfest, c'est plusieurs millions d'euros qui ont été investis pour la création du site. Ces investissements ont été faits au tout départ pour le confort des festivaliers, puisque en même temps ce sont les festivaliers qui ont permis au festival de devenir ce qu'il est. Et bien maintenant on va essayer plutôt d'aller à la rencontre des gens du territoire qui eux aussi sont extrêmement importants dans la bonne organisation, puisque sur les 5000 bénévoles présents sur le festival, un peu plus de 3000 sont du territoire et du vignoble, donc c'est aussi important qu'ils puissent avoir effectivement, que Hellfest puisse venir accompagner et venir remercier tous les gens qui ont fait le festival ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, mais d'autres projets, on verra. Il y a des choses sur le festival effectivement qu'on aimerait bien faire là aussi pour augmenter encore un peu plus le confort des festivaliers. Il y a un problème de place ici, il y a un problème de flux. On essaye de trouver des solutions, c'est pas forcément très simple parce qu'on est dans une zone viticole. Comme vous le savez, la vigne est sacrée ici chez nous, donc c'est pas toujours simple, mais bon, on y travaille et on fera de notre mieux en tous les cas. Salut Ben, Julien pour le webzine Map-Braise. Donc quelle édition exceptionnelle cette année, double week-end, Paris plutôt réussi. Ma question, c'est un peu une double question. Comment tu as réussi à faire accepter ça à la ville de Clisson quand même, parce que c'est pas rien, t'es devenu l'un des plus gros festivals d'Europe. Et deuxième question, est-ce que ça restera exceptionnel cette double édition, ou est-ce que tu te laisses la possibilité de refaire ce genre de fantaisie, de folie? Alors non, c'était pour répondre à ta deuxième question, c'était exceptionnel. Et il n'y a absolument aucune volonté de notre part, nous organisateurs, de réitérer cette double édition. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, il faut savoir qu'aujourd'hui, 10 jours de festivités pour nous, c'est énormément de mobilisation avec beaucoup de bénévoles qui ont donné beaucoup, qui vraiment ont donné beaucoup, que je vais sans doute récupérer à partir de ce soir dans un état physique compliqué. Cette mobilisation, elle a été, ça va répondre à ta première question, elle a été possible parce qu'on a vécu 2 années extrêmement compliquées ici, malgré effectivement les aides qu'on a pu toucher. J'ai rencontré beaucoup de gens étrangers qui font le même métier que nous et qui n'ont pas eu la chance d'avoir été accompagnés comme on a pu l'être, mais il n'en demeure pas moins qu'à la sortie de ces 2 années blanches pour nous, ce sont plusieurs millions d'euros qui manquaient dans la caisse, entre guillemets, et c'est assez naturellement finalement que lors d'une discussion avec le maire, lorsqu'on lui a soumis cette idée justement pour ce besoin pour nous de pouvoir organiser cette 2e édition de façon à récupérer ce qui avait été perdu durant ces 2 ans, qu'il a accepté. Cette acceptation s'est faite effectivement sous condition. Il a fallu également qu'on ait l'accord des bénévoles sur ce projet.
il y a eu un retour absolument fantastique, parce qu'il faut savoir sur les 5000 personnes, 5000 bénévoles qui œuvrent sur le festival, plus de 80% auront fait les 2 week-ends. Donc c'est en termes de mobilisation, c'est énorme quand même. Ça nécessite pour beaucoup de prendre des jours de congé. Donc je suis extrêmement reconnaissant évidemment envers toutes ces personnes-là qui ont travaillé absolument de façon incroyable, qui ont été obligés de chambouler leurs emplois du temps pour permettre à l'association effectivement de ressortir un peu la tête de l'eau suite à cette pandémie. Et donc voilà, donc non, il n'y a pas de volonté par contre de réitérer ce projet. L'année prochaine, on sera sur un week-end classique comme on faisait avant, et donc voilà. Salut, Willem pour Killer on Toulouse. Quand on voit les projets d'aménagement qui ont été annoncés là au début du festival, qu'on voit ici cette deuxième partie du Hellfest sur un format de 4 jours, etc. Comment est-ce que tu te projettes sur le Hellfest de l'avenir, le Hellfest de 2024, 2026, etc. Voir aussi loin, c'est toujours un peu compliqué pour nous, mais on est dans cette même démarche qu'on a commencé finalement quand on est arrivé ici sur le site en 2012. C'est de continuer en fonction du succès évidemment du festival, parce que tous les investissements qui sont faits pour le confort de festivalier sont en fonction évidemment du succès que rencontre le festival. Je le redis, c'est une précision importante, le festival est organisé par une association de loi 1901 où il n'y a pas de redistribution de dividendes, et qu'est-ce qui permet aujourd'hui de différencier le Hellfest d'autres événements, c'est que nous, quand on gagne de l'argent, on le dépense justement l'année d'après pour essayer de trouver des solutions au confort des festivaliers. Je reste persuadé, pour rencontrer beaucoup de collègues, que je pense qu'on a justement eu la bonne vision et la bonne stratégie là-dessus, parce que c'est ce qui permet de fidéliser aussi les gens. Là, je sais qu'on nous attendra très certainement sur une meilleure organisation des systèmes de navettes l'an prochain, sur une meilleure organisation également de notre brigade de prévention L-Watch. Toutes ces choses-là, évidemment, ce sont des choses qu'on teste, qui ne sont pas parfaites, qui demandent à être travaillées en fonction des retours qu'on a. Donc on va rester sur ce même principe, qui est que tant que le festival rencontrera un tel succès, l'association continuera à développer ce qu'elle peut en fonction des retours des festivaliers pour améliorer le confort de tout le monde. Bonjour. Est-ce que ce site a pour vocation éventuellement d'accueillir d'autres événements dans le courant de l'année? Est-ce que vous pourriez sous-louer par exemple, comme vous l'aviez fait avec le CoFest il y a 2-3 ans, il pourrait y avoir d'autres événements dans l'année, des tourneurs pourraient choisir éventuellement de venir à Clisson plutôt que d'aller dans un stade par exemple? Est-ce que ça peut... Sur des gros concerts, ça paraît compliqué à réaliser, sachant que les gros concerts en plein air, généralement en France, quand les producteurs cherchent des grandes surfaces comme ça pour produire de grands artistes, ça se déroule plutôt entre mai et le mois d'août, entre guillemets. Et nous, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'organisation du festival, entre son montage et son démontage, laisse peu finalement d'espace à d'autres projets d'envergure. Il faudra aussi également poser la question à M. le maire, savoir s'il y a une volonté de sa part ou pas. Mais le site, par contre, est déjà quelque chose. Vous n'êtes pas clissonné sans doute à l'année, mais c'est devenu effectivement un parc extrêmement visité aujourd'hui tous les week-ends. Les gens qui viennent maintenant visiter Clisson prennent plaisir à venir se balader sur le site pour y voir, pour y flâner, faire leur jogging, etc. Donc ça, on va continuer à effectivement entretenir ce site pour continuer dans ces activités-là. Et il y a énormément aussi d'activités qui sont plutôt liées au territoire, l'organisation de diverses manifestations, théâtre, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu un trail qui se fait régulièrement, etc. On est plutôt sur des manifestations de cette ampleur-là. Imaginez de gros concerts, je ne suis pas certain que ça soit quelque chose de réalisable. Il y a un festival d'hiver. Qui dit festival d'hiver dit... Je ne sais pas, on est évidemment ouvert à tout. Alors après, il faut savoir qu'on n'est pas propriétaire, nous, aujourd'hui, des terrains qui sont ici. Ce sont des terrains qui appartiennent essentiellement à des agriculteurs privés, avec qui il faut évidemment demander des autorisations. Je n'ai pas le droit de faire de sous-location de terrains qui ne m'appartiennent pas, évidemment. Donc il faudrait voir si demain il y a quelque chose qui nous était proposé, qui nous semblait intéressant, pour lequel la mairie a un intérêt particulier, et aussi pour lequel les propriétaires privés des terrains accepteraient aussi cette idée. Donc, moi je suis contre rien. Salut Ben, Loïc pour Live TV. Comme chaque année, le Hellfest est sold out sur les 2 éditions. Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. Loïc pour Live TV. Je disais, comme chaque année, le Hellfest est sold out pour les 2 éditions.
Par contre, on a pu découvrir un phénomène cette année sur TicketSwap. Je t'entends vraiment, mais le beaucoup plus micro. près, Ouais, c'est voilà, bon, super. comme ça. Ouais. On a vu sur TicketSwap qu'il y avait énormément de reventes pour le premier week-end. Tu l'analyses comment ce phénomène-là, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et quand on sait qu'en parallèle il y a quand même beaucoup de festivals qui ont annulé cette année, question de pré-vente, alors est-ce que le fait qu'il y ait 2 week-ends, est-ce que ça ne joue pas sur ce premier week-end? Est-ce que Metallica est un peu gros? Est-ce que les gens n'ont plus les moyens financiers de venir, tout simplement? Je sais pas. Mais ça, effectivement, sur le premier week-end, on parlait d'une billetterie qui avait été mise en place en octobre 2019. Donc ça remonte. Je suppose qu'effectivement, on a eu pour la première fois de l'histoire 3500 no-shows au festival sur le premier week-end, alors que d'habitude on en avait entre 500 et 1000. 3500, c'est pas beaucoup sur 60 000 personnes par jour, mais ça reste effectivement plus important qu'à l'accoutumée. Qu'est-ce qui explique ça? C'est difficile à analyser. Peut-être qu'on aura des retours après des festivaliers. Est-ce que c'est la canicule annoncée qui a un petit peu effrayé un certain nombre? Est-ce que finalement un certain nombre de gens avaient pris les 2 week-ends et finalement 2 week-ends c'est compliqué à mettre en place? Je ne sais pas trop te dire ce qui explique tout ça. Donc après voilà, on remettra. Il y a effectivement 2 ans ont passé depuis cette mise en vente en octobre 2019 et lorsqu'on remettra la billetterie en vente pour le festival en 2023, sans doute en octobre prochain, on verra bien. Effectivement, j'entends moi aussi beaucoup de mes collègues, pour certains, pas tous, avoir un peu de mal à remplir leur jauge. Est-ce que les gens ont pris d'autres habitudes? Est-ce que c'est difficile pour le moment à analyser? Et puis nous, on a un petit peu un truc un peu à part. Donc on verra. Ça, je pense que j'aurai une meilleure vision une fois qu'on aura mis la billetterie pour 2023 en place. Alors bonjour, Metalden pour Oblivi. Donc moi je viens depuis 2010, donc d'abord un grand bravo pour le progrès accompli depuis toutes ces années. Alors il y avait une question récurrente chaque année, est-ce que Metallica, on peut le faire venir, etc. Donc ça y est, on y est. Et donc peut-être que tu peux nous en dire un mot sous les coulisses de cette chose-là. Et par ailleurs, quel est le prochain truc fou? Est-ce qu'on peut s'attendre à CDC par exemple? Je m'attendais à cette question. Faut jamais dire jamais, je suis bien d'accord. Après, il y a des péripéties. J'aurais pas misé d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle ce week-end qu'on est en train de vivre en ce moment se déroule non pas sur 3 jours, mais sur 4 jours. C'est parce que finalement, la demande de Metallica s'est faite de façon assez tardive et que ça nous a obligé effectivement à rajouter cette 4e journée pour pouvoir accueillir le groupe. C'était une évidence qu'on n'allait pas passer à côté sous prétexte que l'affiche était déjà, entre guillemets, réglée, quoi. Donc on essaye de trouver des solutions. Ça s'est fait finalement assez naturellement, c'était le bon moment. Parce qu'encore une fois, organiser un festival sur 2 week-ends, ça nous permet, nous, de générer évidemment plus de rentrées. L'économie d'un festival, c'est, je le dis souvent, on est des colosses à pied d'argile, entre guillemets. Donc c'est-à-dire que malgré tout ce que peut représenter une telle organisation, tout est très fragile chez nous. Les demandes des artistes sont, elles, toujours effectivement plutôt à l'augmentation. Donc on verra s'il y a une volonté. Il y avait une volonté là cette année, et c'est vrai que ça vient récompenser aussi le travail de tous les gens dont on parlait tout à l'heure, bénévoles, techniciens. Il y avait une vraie volonté de la part de Metallica de jouer au Hellfest. C'était une vraie volonté de leur part. Donc évidemment que ça fait plaisir quand on reçoit le coup de téléphone qui nous annonce ça, et ça nous a permis de trouver une solution pour décaler Scorpion sur le jeudi. Ils ont gentiment accepté de le faire en ayant eux aussi conscience que c'était important pour le festival de recevoir Metallica. Donc voilà, et ACDC, évidemment que s'ils m'appellent demain, je discuterai avec eux. Après, bon, la difficulté de ce groupe-là, et vous le savez tous, c'est aussi sans doute leur âge. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'il y aura un nouvel album? Est-ce qu'il n'y aura pas de nouvel album? Et c'est généralement des artistes qui préfèrent se produire plutôt dans leur propre stade, avec leur propre production, et qui sont moins à l'aise dans un format festival sur lequel il faut partager la scène, où il faut... voilà, c'est parfois plus compliqué pour eux. Donc voilà, je te répondrai que why not, mais sans non plus te promettre qu'un jour ça se fera.
Dernier rang. Bonjour, Julie du Courrier Gauchois en Normandie. Petite question par rapport, je vais rebondir à la question de tout à l'heure sur les Hellwatchers. J'ai rencontré malheureusement 2 festivalières qui se sont fait piquer ce week-end sur le site. Première question, je voulais savoir si cette équipe de secours allait être réitérée sur les nouvelles éditions et si justement vous allez accroître cette surveillance par rapport à ce problème de piqûres dans les festivals. On a plusieurs sujets là-dedans. Le sujet des piqûres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à la sortie du festival, il y a une seule piqûre avérée. Malgré effectivement, on se méfie, nous, beaucoup, tous, en ce moment, les organisateurs, de cette forme de psychose qui règne autour, effectivement, de cette nouvelle pratique. Alors, évidemment, ça nous demande d'être vigilants, parce que malgré tout, des gens se sentent piqués, donc c'est à nous, effectivement, d'essayer de voir d'où viennent ces piqûres, mais c'est extrêmement déstabilisant pour nous, parce qu'on n'arrive pas à savoir, effectivement, quelle est la motivation première de cette nouvelle déviance, ou est-ce qu'il s'agit de mimétisme, c'est-à-dire de plus vous en parlez, vous la presse, plus du coup on a de la psychose au sein du public et que donc c'est vraiment compliqué pour nous aujourd'hui. On a aujourd'hui les derniers chiffres avec les services de gendarmerie, une seule piqûre avérée aujourd'hui. Alors qu'il y a eu des sensations chez les festivaliers, qu'il y en ait eu d'autres, je veux bien l'entendre. Elles sont de quel type? C'est extrêmement difficile parce qu'on ne peut pas faire d'analyse ici. Donc on pourrait effectivement, et c'est la crainte que tout le monde a, c'est que ces piqûres soient synonymes finalement d'injection de substances type GHB, etc. Sauf que le GHB dure pas assez longtemps finalement pour pouvoir avoir le temps de faire des analyses et pouvoir concrètement. Donc on est sur la retenue, on essaye d'être vigilant. C'est tout le rôle justement de la brigade Hellwatch aussi. Et donc là c'est un deuxième sujet quand tu me posais la question de savoir si ça va être réitéré. Évidemment que ça va être réitéré. C'est même dommage que d'ailleurs on soit obligé de justement réfléchir à ce genre de brigade au sein d'un festival qui pour moi a toujours été bienveillant. Mais bon, aujourd'hui il y a des nouvelles pratiques et les gens, et c'est bien normal, sont en demande de se sentir en sécurité ici. Et c'est notre rôle, nous, organisateurs, d'essayer de mettre un maximum de moyens. Donc encore une fois, je sais très bien que cette première expérience est perfectible. On aura un premier retour d'expérience avec ceux qui ont participé au Hellwatch, ceux qui également au sein du festival ont pu voir ou ne pas assez voir cette brigade, et on verra comment l'année prochaine on la réorganise. En tout cas, ils ont fait un travail formidable parce que ils ont été formés effectivement au VSS durant l'année en cours, à l'aide de David Algaf, qui est le régisseur, entre guillemets, comme on les appelle comme ça, de cette brigade, qui est psychologue clinicien au CHU d'Angers. Donc voilà, c'est nouveau pour tout le monde. C'est pas toujours simple non plus, effectivement, pour eux de se situer dans le festival. Peut-être également pour les festivaliers de savoir quel est leur rôle précis, comparé à celui du poste de secours. Donc voilà, on aura certainement des choses à revoir pour que voilà, l'organisation soit un peu mieux. Le but étant que, bah oui, si dans 10 ans on n'en a plus besoin parce que de nombreux problèmes se sont estompés et que les comportements malveillants d'un certain nombre de personnes, sur 60 000, je sais bien qu'il y en a des comportements malveillants. Je ne vais pas vous mentir, à partir du moment où ces comportements malveillants cesseront, parce qu'ils auront compris qu'effectivement, nous, organisateurs, et vous, public, être très au fait, effectivement, de ce qu'on est en droit de faire au festival, quel est le comportement adéquat qu'il faut avoir, j'espère que dans 10 ans, on n'en aura plus besoin. Mais en tout cas, pour le moment, on est dans cette même démarche. C'était un coup d'essai, je ne dis pas que c'était parfait. En tout cas, c'était une brigade bénévole qui a vraiment donné de son temps, qui, elle aussi, aura un retour d'expérience parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Et donc, on verra bien. Voilà. Bonjour. Du coup, Asna Ben Brahim. Bon, voilà. Ça c'est fait. Alors j'ai quelques questions par rapport à votre engagement en général. On a vu que votre premier engagement était l'engagement local, comme vous l'avez répété à plusieurs reprises. Il a été local au niveau, c'est-à-dire artistique, notamment parce que vous avez décidé de promouvoir des groupes, notamment quand on va dans l'espace VIP, on peut remarquer que vous avez mis des pochettes d'albums ou ce genre de choses qui viennent de Clissonnet. On a vu un engagement environnemental avec les toilettes sèches au camping, par exemple, et le fait est que tout ce que vous faites est assez démontable.
Ma prochaine question, ça sera quel sera votre futur engagement politique? Est-ce que ça sera par exemple, comme on l'a entendu tout à l'heure, au niveau de la sécurité, des droits des femmes? Est-ce que ça sera quelque chose comme une lutte sociale peut-être? Est-ce que ça sera pour lutter contre les inégalités sociales, pas que sur le territoire? Parce que maintenant, vous avez une très très grande influence à la nationale et à l'international. Quel serait donc votre point de vue pour le futur? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous comptez apporter de concret, de ce que vous comptez apporter au reste de l'Europe, parce que vous êtes quand même un festival qui est assez exemplaire malgré ses bourdes et ce genre de choses. Quel est votre futur message pour la jeunesse, pour ce que vous comptez faire plus tard, parce que vous avez été jeune vous aussi, désolé je monopolise la parole, vous avez été jeune, on connaît tous à peu près votre histoire par rapport à vos premiers festivals, notamment le Fury Fest. Est-ce que vous avez des conseils pour la prochaine génération? Est-ce que vous comptez faire quelque chose de plus grand, aussi grand que le Hellfest, au niveau de vos engagements personnels, professionnels et associatifs? Parce que comme vous l'avez dit, vous êtes une association, et une association, ça donne et ça reçoit, mais ça donne en premier. Donc voilà mes questions. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Enfin, pour l'instant. D'accord, c'est de grandes questions et un grand débat que tu me proposes. J'ai entendu politique, alors je n'ai aucune vocation à politiser ma position ici au sein du Hellfest et à avoir un rôle... Alors comme tu le dis, effectivement, c'est une vaste question, tu le situes très bien. Le Hellfest est organisé par une association de loi 1901, mais déjà énormément de choses en place justement en termes d'accompagnement. Aujourd'hui, je le rappelais tout à l'heure, ce festival existe de par la volonté, la motivation et l'engagement de 5000 bénévoles aujourd'hui. 5000 bénévoles qui, à travers diverses associations, effectivement, réussissent à réaliser un certain nombre de projets. C'est un vrai partenariat qui est lié, qui lie notre association à les leurs, entre guillemets. Donc ça, on va continuer évidemment à accompagner ces structures qui comme par exemple l'association d'éducation populaire Animage, qui représente aujourd'hui un peu plus de la moitié des bénévoles, qui permet aujourd'hui à plusieurs centaines de jeunes de partir en vacances à des frais, à des prix très acceptables. C'est tout leur engagement au Hellfest qui est comme ça. On a des partenariats avec eux, on va continuer dans ce sens-là bien évidemment. Ensuite, le débat est tellement long, tu parlais d'environnement également, c'est un vrai challenge aujourd'hui. Monter un Hellfest, c'est une grosse usine à monter. On sait qu'on a énormément d'efforts là aussi à faire pour essayer d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. C'est pas toujours simple parce que techniquement parlant, on est dans du spectacle éphémère, donc c'est pas toujours simple de trouver des solutions existantes qui s'adaptent à notre modèle, mais là aussi les équipes sont mobilisées tous les ans pour essayer de trouver des solutions autres. Donc on peut parler d'environnement, on peut parler de politique un peu moins, comme je te le disais, parce qu'on n'a pas, nous, aujourd'hui, de volonté de se placer d'un côté ou comme un autre. Et je n'ai pas non plus vocation à être un porte-parole, si tu veux, qui va au-delà. Moi, je suis un producteur de spectacle à la base. Avec l'association qui représente le Hellfest, on lie, comme je te disais, certains nombres de partenariats avec d'autres associations qui, elles, ont d'autres challenges et ont d'autres buts. On le fait avec Sea Shepherd, on le fait avec d'autres sur de la prévention. Donc évidemment, servir de tremplin, c'est une chose, mais nous, on ne veut surtout pas politiser notre discours ni notre position. Voilà. Et ça répond aussi un petit peu à la question du monsieur d'avant. Ok, bonjour Ben, bravo et merci pour ce festival. Je me posais la question de savoir, il y a quelques années, il y avait eu une affiche 100% française. Est-ce qu'il y aura une affiche 100% femme? Parce qu'en fait, quand on regardait l'affiche des deux festivals, ça manquait cruellement de femmes. Alors je sais qu'on ne va pas inventer des groupes de femmes, mais est-ce que ce serait possible d'avoir un soir où, justement, sur la main stage, il n'y a que des femmes? Alors, hier, elles étaient nombreuses sur scène, avec Nightwish et Pika et plein d'autres, mais... Alors oui, c'est une question aussi. J'ai bien conscience aussi que le festival n'est pas forcément le meilleur élève en termes de représentation homme-femme. Tu parlais de la difficulté effectivement d'en trouver. Alors c'est vrai que des groupes 100% féminins, il en existe. Ils ne sont pas si nombreux que ça, donc c'est parfois un peu compliqué pour nous. On est toujours tensé entre effectivement la nécessité de plaire au plus grand nombre, évidemment, puisque le festival se base là-dessus. Il n'y a pas de volonté chez nous d'écarter sciemment des femmes de scène. Il y a par contre, effectivement, on ne va pas se le cacher, dans notre univers, et ça change un petit peu, parce que chaque année, on regarde, nous, le pourcentage de femmes présentes au festival, en tant que festivalière.
il est sans arrêt en train de grimper. Alors qu'il y a de plus en plus de femmes effectivement qui viennent au festival, mais on ne va pas se le cacher quand même. Elles restent quand même largement minoritaires par rapport au nombre d'hommes qui participent. Donc on est évidemment content que cette courbe aille plutôt vers le haut. Et il faudrait effectivement, et je pense que ça ira également avec, qu'il y ait de plus en plus de groupes de femmes également qui existent, qui fassent de la musique. Il y en a déjà. Et pour certaines d'entre elles, elles font de la super zik et on en a à présenter, hein, puisque malgré tout, sur les 360 artistes, 362 je crois, qui se sont produits au festival cette année, on avait plus de 60 artistes qui étaient au moins avec un membre féminin à l'intérieur de leur groupe. Alors je sais que ce n'est pas suffisant. On cherche nous aussi des solutions. Les agents nous proposent des artistes, on est les premiers à écouter. Après, je ne vais pas vous mentir non plus, je ne vais pas programmer quelque chose que je n'estime pas à la hauteur ou que je n'estime pas dans la programmation de ce qu'attendent les festivaliers chez nous. Mais voilà, j'espère qu'effectivement, cette culture qui est mise en lumière finalement une fois par an grâce au Hellfest, tous les médias sont là, en parlent beaucoup. La visite de la ministre hier en est également la preuve. Voilà, c'est à force de mettre cette esthétique musicale en lumière qu'on va sans doute donner aux femmes peut-être l'envie de venir un peu plus nombreuses. C'est à travers aussi les actions, effectivement, parce qu'elles doivent se poser elles aussi des problèmes à savoir si elles sont bien safe ici au festival. Donc c'est à nous d'accompagner tout ça pour essayer de créer un terreau finalement qui va donner confiance à tout le monde. Et je suis sûr que du coup la balance à un moment s'équilibrera un peu plus et qu'on retrouvera, parce qu'encore une fois nous on nous propose des artistes, on nous en proposera plus et je serais ravi d'en programmer à ce moment-là plus aussi. Bonjour Ben, Franck Colombani, Le Monde. Franck Colombani, Le Monde. Merci pour cette double édition, très belle double édition. Et je voulais te poser une question, je voulais revenir sur le nouveau parking qui apporte beaucoup de points positifs et qui permet de pallier à l'anarchie des éditions précédentes. C'est un parking qui fait 47 hectares, et je crois que c'est le 37, pardon, et qui est donc le plus grand parking de France. Et j'aurais souhaité savoir ce que devient ce parking le reste de l'année. Comme vous êtes soucieux de l'environnement, vous êtes... C'est une question effectivement extrêmement importante. Autant effectivement, comme vous avez pu le constater ici, sur l'espace concert, énormément de travaux ont été réalisés pour le confort des festivaliers. On n'est pas du tout dans cette même démarche en ce qui concerne cette terre énorme de 37 hectares qui finalement s'est avérée trop petite à la finale parce qu'il nous manque des places. Donc non, on a déjà aujourd'hui sa vocation agricole va rester. Évidemment, sa vocation viticole ne sera plus possible, mais les vocations agricoles vont rester. Pas de changement de PLU de prévu justement pour cette grande aire. Donc aujourd'hui, il y aura du pâturage, il y aura des animaux, conjointement avec les agriculteurs du coin, évidemment, qui vont venir s'occuper. C'est pas nous qui allons faire du foin et aller alimenter les bêtes. On a d'autres boulots et puis il y a des gens qui sauront le faire bien mieux que nous. Donc non, il n'y a vraiment pas de velléité de notre part d'en faire une surface goudronnée sur 37 hectares, comme j'ai entendu dire. Ça n'aurait aucun sens de faire ça sur une aire qui finalement sert de parking uniquement 3 à 4 jours par an. Donc non, ça nous pose évidemment des problématiques parce que vous avez vécu vous aussi et certainement un peu moins dans le stress que moi, mais moi les conditions climatiques qui quand on organise un parking de cette taille peuvent être très problématiques si ce qu'on a connu comme pluie par exemple le vendredi était venu plutôt sur le mercredi-jeudi au moment des arrivées. Ça aurait été certainement une grosse problématique de logistique pour nous parce qu'on aurait pu imaginer que les gens auraient eu du mal à accéder à ce parking. Donc voilà, il faut toujours être dans le consensus. Et nous, aujourd'hui, les travaux, tout ce qui a été fait d'ailleurs sur le festival et que vous avez vu en termes de travaux sur le site, sont des travaux réversibles qui seront enlevés de toute façon pour laisser place nette au bétail, comme je vous dis, au pâturage, etc., etc. Bonjour, M. Barbeau. Marc-André Gagnon du podcast québécois aux Portes de. Simplement, d'abord un gros merci. Nous, c'est notre première fois qu'on traverse l'Atlantique pour venir voir le Hellfest. Les 2 week-ends,
On est sur les genoux, on est crevé, mais ça a été fantastique. Si jamais vous avez eu l'idée d'ouvrir peut-être un satellite de l'autre côté de l'Atlantique, je sais que vous faites des off-festivals un petit peu à travers la France, mais si vous le faites aussi de l'autre côté de l'Atlantique, pensez au Québec, ça serait fantastique. Lorsque je ne suis pas festivalier, dans mes temps libres, je suis professeur universitaire en politique de santé. En fait, j'ai trouvé côté sécurité, normalement, j'ai bien aimé l'arrangement au festival, mais on a eu des témoignages de gens qui disaient, écoutez, j'ai testé positif à la COVID, mais je ne peux pas transférer mon billet. Je ne peux pas soit me le faire rembourser ou le transférer. Et avec le prix que j'ai payé, ben, tant pis si j'ai testé positif, j'y vais quand même. Il n'y aurait pas une possibilité dans les prochaines éditions de s'assurer d'avoir une certaine flexibilité pour que ceux qui ont des problèmes de santé en particulier puissent transférer leur billet ou le revendre à la dernière minute? Alors ça c'est vrai que j'en ai entendu parler dans le week-end, effectivement. On ne va pas se le cacher, il y a un certain nombre, et également d'ailleurs à l'intérieur de l'organisation, on a eu nous aussi des cas de Covid. La France d'ailleurs et l'Europe en ce moment vit une résurgence de Covid. Alors après, c'est vrai que nous, on est organisateurs de festivals. On a passé 2 ans finalement où le gouvernement nous a imposé beaucoup de choses, rendant de facto impossible l'organisation du festival durant les 2 dernières années. Et oui, cette année, il n'y a rien. Nous aussi, on a été, alors je ne vais pas vous dire qu'on s'en plaint, nous organisateurs, effectivement, on s'était imaginé un festival de reprise avec un check des personnes vaccinées ou avec une nécessité d'avoir une tente de dépistage, etc., etc. Force est de reconnaître que le monde entier, finalement, depuis maintenant quelques mois, a retrouvé un monde sans restriction. J'allais pas de moi-même, tu t'en doutes bien, exiger de mettre ça en place, parce que je n'aurais pas su comment le faire. Mais aujourd'hui, est-ce que effectivement ce Covid avec lequel on va être obligé, si j'ai bien compris, de vivre durant encore de nombreuses années, qui pour certains se transforme en une bonne grippe à l'aube de l'été, alors que généralement on connaît plutôt ça à l'aube de l'hiver. Est-ce que c'est quelque chose qu'il va falloir que nous, organisateurs, on prenne en compte pour que, quelqu'un qui tomberait malade, alors que normalement en juin, on n'est pas forcément censé tomber malade d'un virus type grippe ou autre, est-ce que c'est quelque chose pour lequel il va falloir que nous aussi, organisateurs, on se remette en question? Probablement, oui. Oui, je le reconnais. Et tous les gens, malheureusement, parce que j'ai eu vent de tout ça, qui malheureusement ont peut-être attrapé le Covid durant le premier week-end et qui malheureusement ont été obligés de décliner leur participation à ce week-end-là. J'en suis évidemment très désolé. Il faudra voir quelle politique on met maintenant quand il s'agit de tout ça. Mais après, moi, c'est aussi difficile pour moi, parce que si à chaque fois que quelqu'un tombe malade, je rembourse les billets, c'est compliqué pour nous ensuite en tant qu'organisateur, quoi. Mais il y a peut-être quelque chose à réfléchir effectivement sur... voilà. Patricia, Radio Mosaïque FM, Fréjus-Saint-Raphaël. Alors, pour rebondir sur la question, il y a quand même une assurance carte bleue. Et quand on paye sur TicketSwap, en principe, on paye avec la carte bleue. Donc, il y a une assurance spéciale médicale pour ça. Alors ça, je ne suis pas un spécialiste de... Je sais que nous offrons, pour ceux qui le souhaitent, une assurance sur les billets qui leur permettent effectivement de pouvoir... nous redonner le billet sans justificatif particulier. C'est une assurance qui, de mémoire, je crois qu'elle coûte 5 ou 6 euros de plus sur le billet, qui permet aux festivaliers de pouvoir... voilà. Et il y a effectivement la possibilité de ne pas prendre cette assurance, mais là, pour le coup, la politique de remboursement, elle ne se fait pas forcément parce qu'on est malade. Ouais. Alors après, les cartes bleues, ça je ne connais pas quels sont les types d'assurances offertes par... Ça doit dépendre de chaque type de carte bleue. Mais ça n'était pas ma question, en tout cas mon sujet. Alors j'aimerais rebondir sur le côté culture et l'optimisation du site, justement, le reste de l'année. Est-ce qu'il est envisagé une sorte de CD-Tech historique qui reprendrait l'histoire du Hellfest ici sur Clisson? On sait qu'il va y avoir une brasserie qui va être remise en fonction. Est-ce que l'idée d'une CD-Tech associée serait une bonne idée? Alors pour l'instant, on a dévoilé le projet effectivement avec la compagnie La Machine qui est à Nantes, qui va nous offrir un équipement culturel qui va permettre de faire rayonner. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le coin, vous connaissez peut-être les Machines de Lille, c'est l'Éléphant à Nantes, c'est le Minotaure à Toulouse.
c'est le Dragon à Calais, qui est un équipement culturel sur une esthétique bien particulière qui nous plaisait parce qu'elle colle avec l'esthétisme du Hellfest. Ça va nous permettre effectivement de faire rayonner le Hellfest, la ville de Clisson, au-delà finalement du simple festival. Donc ça, c'est un premier équipement qui nous tenait à cœur. Comme tu le disais, il y a la transformation de l'ancienne discothèque du Luxor, que tout le monde a connue, et qui a été, mise en lumière par le titre de Philippe Catherine du même nom. Donc on va y avoir tout ça. Et la bière Hellfest va venir justement, la bière Hellfest qui est brassée par les brasseries Bénusine depuis maintenant 2013-2014, va donc être brassée ici, ça fait du sens. Et après, des idées, on en a plein. Mais on verra au fur et à mesure. On a des projets de pourquoi pas d'hébergement insolite, de plein de choses sur le site, effectivement, qui pourraient venir au fur et à mesure. Vous savez, je m'ennuie très vite, moi. Alors, une fois qu'un projet est réalisé, j'aime avec mes équipes, effectivement, essayer de concevoir autre chose, essayer de voir les choses autrement. Jamais j'aurais pu penser qu'effectivement, en partant d'un festival de métal, hard rock, punk, dans ma chambre d'adolescent, à peine 1 kilomètre d'ici, j'en sois à parler finalement de me servir de cet événement maintenant qui est devenu important pour en faire un projet de territoire. Et donc ça, c'est une fierté pour moi, parce que moi, je suis l'enfant du pays. Donc voilà, mais on va y aller petit à petit, parce que la retraite, c'est pas encore tout de suite. Donc il faut qu'on se garde des choses sous le pied. On apprend aujourd'hui que EDF et Total Energy appellent à réduire drastiquement la consommation électrique. Est-ce que vous craignez une annulation des festivals pour l'année prochaine, justement à cause de cette crise économique ? Alors nous, on est très impactés. Alors nous, on est au fioul. Nous, c'est du fioul partout sur le site, malheureusement. Je suis d'accord, pas la peine de me le dire, c'est pas très écologique, mais c'est malheureusement aujourd'hui, par rapport à la puissance que nécessite le Hellfest, il faut savoir que le Hellfest est le chantier électrique éphémère le plus important de France en termes de déploiement, en termes de puissance. Et donc, nous, c'est du fioul. Le fioul a énormément augmenté. Entre le moment où finalement la billetterie a été vendue et aujourd'hui, le prix du fioul, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 300 000 litres de fioul qui vont être consommés sur les 10 jours. C'est beaucoup. Et on a quasiment 50 centimes qui ont été entre le moment, effectivement, avant cette crise et le moment où il va falloir régler l'addition. On va avoir un battement de 50 centimes quasiment sur le prix du litre. Donc c'est pour nous aussi un gros coup de... Voilà. Sur ces problèmes, effectivement, énergie. Alors moi, je n'ai pas la prétention d'être un fin politologue. J'ai bien compris qu'effectivement, cette crise mondiale en Ukraine allait impacter évidemment beaucoup de gens, la terre entière, si j'ai bien compris. Donc évidemment nos métiers, évidemment également les festivaliers, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui les festivaliers seront encore au rendez-vous massivement lors de notre mise en vente? On verra, parce qu'on peut comprendre aussi que le porte-monnaie est peut-être plus léger pour un certain nombre de gens. Le Hellfest, c'est pas donné. Donc on restera vigilant, on verra, on essaiera de trouver évidemment des solutions. Ces problèmes électriques, voilà, je ne sais pas. Ça sera à voir. Une dernière question, merci. Oui, bonjour, Ronan Lemonnier, le Main Lim Presse-Océan. 2 questions. Une sur le futur très proche, qui est est-ce qu'il y a des noms de groupes qu'on peut déjà annoncer, vous pouvez déjà annoncer pour 2023 ? Et une question beaucoup plus lointaine, là, ça fait plusieurs fois que vous parlez du site avec des problématiques. Est-ce que le développement du Hellfest peut s'envisager à l'international, de faire un Hellfest ailleurs qu'à Clisson, ou de vendre cette marque pour d'autres organisateurs, pour éviter de s'ennuyer trop vite? Alors non, tu n'auras pas de groupe, même si certains sont déjà confirmés pour 2023. Les dates vont être annoncées ce soir, juste après Metallica. On refait 2-3 pétards dans le ciel comme la semaine dernière et on annoncera les dates pour 2023. On donnera rendez-vous à nos festivaliers aux alentours de septembre, après des vacances bien méritées pour toute l'équipe. Et les groupes seront annoncés après, comme on le faisait habituellement. Ensuite, concernant effectivement, parce que je sais qu'il y a énormément de collègues aujourd'hui, et c'est aussi là aussi une fierté. Vous savez, moi, quand j'ai commencé ce métier-là, je pense que le Hellfest, il y a 10 ans, 15 ans, à son balbutiement, on devait être le pire festival organisé du monde entier. C'est ce que me disaient les artistes à l'époque. Ils me disaient, on t'aime bien, Ben, mais
c'est pas possible d'organiser les choses comme ça. On n'avait pas les moyens de nos ambitions à l'époque. J'avais énormément d'idées, j'avais énormément d'envie, mais malheureusement, il faut que le succès suive pour que derrière, on puisse nous permettre effectivement d'avoir assez de moyens humains, financiers, techniques pour pouvoir effectivement réaliser une telle machine. Et évidemment que maintenant, le festival, je le ressens à travers les artistes, que c'est devenu quelque chose, effectivement, même pour les artistes les plus reconnus de notre esthétique musicale, c'est the place to be, entre guillemets. Et beaucoup de producteurs me disent, mais est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose dans tel ou tel pays? Mais la difficulté aujourd'hui, et c'est ce qu'on... Peut-être, je freine un petit peu les ardeurs que peuvent avoir certains producteurs, même à l'étranger, en leur disant, mais tu sais, aujourd'hui, faire venir des groupes, c'est pas ce qu'il y a effectivement de plus compliqué. Trouver des gens qui ont des moyens pour financer ce genre de truc non plus. Mais par contre, il y a des choses qui ne s'achètent pas, c'est l'histoire, c'est ce projet de territoire, c'est cette relation que j'ai pu avoir et que j'ai pu transmettre finalement à tous les gens qui ont mis leur pierre à l'édifice ici. C'est parce que justement, chaque bénévole s'est approprié un bout du festival, qu'on a réussi à monter quelque chose ensemble. Et que cette expérience-là, à moins d'être quelqu'un sur un territoire bien précis, avec une volonté comme j'avais la même il y a plus de 20 ans, de réaliser quelque chose, oui, peut-être pas, mais avoir un producteur qui lâche un chèque en disant « je veux le logo Hellfest, on va aller le faire à tel endroit », je ne suis pas sûr que ça fonctionnera, parce que les gens ne retrouveront pas l'âme qui est aujourd'hui à Clisson. Le Hellfest et Hellfest Clisson, c'est vraiment deux choses. Vraiment, on n'imaginerait pas les Vieilles Charrues non plus, autre parc à Carhaix ou d'autres festivals comme ça. Donc je freine les ardeurs de beaucoup de producteurs qui souhaiteraient qu'on essaye de se lancer dans une telle aventure. Après, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut jamais dire jamais. Mais aujourd'hui, on a des projets qui sont lourds, dont le projet territorial dont on vous parlait, la Gardienne des Ténèbres, pour lequel je vais, moi, rester extrêmement focus, justement, avec la brasserie, avec beaucoup de choses comme ça. Et je souhaite rester focus, effectivement, voilà, autour de Clisson. M'éparpiller pour l'instant n'est pas une priorité et on verra après s'il y a quoi que ce soit. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. En tous les cas, merci à vous tous. Bon concert, vous allez être un peu serré, je crois, ce soir. Parce qu'on a toujours eu le même nombre de personnes, parce que les gens me posent la question aussi de me dire, mais il y a beaucoup plus de monde pour tel soir et tel soir. Là, ce soir, il y a effectivement beaucoup plus d'invités que les jours précédents. On n'a pas de date fixe encore, ça devrait se faire fin septembre, courant octobre, comme on le faisait d'habituellement. Je suis au courant de Manowar en Espagne, ouais. J'ai transmis les infos à mon conseil déjà. Merci à tous.